L'importance de la morbidité maternelle et néonatale de la prééclampsie et les conséquences en termes de santé publique justifient que l'on s'intéresse à un dépistage précoce de cette pathologie et qu'on essaie de stratifier l'importance de la pathologie en fonction de critères de sévérité. Donc nous allons examiner dans ce chapitre les facteurs de risque permettant de définir une population de femmes à haut risque de prééclampsie et définir également ce que l'on entend par critères de sévérité ou de risque de complications en lien avec la prééclampsie. De très nombreux facteurs de risque ont été décrits dans la littérature et ces facteurs de risque ont fait l'objet de nombreuses classifications. Alors, la conférence d'experts de la SFAR en 2009 rapporte 4 catégories de facteurs de risque selon leur implication physiopathologique dans le déterminisme de la prééclampsie. Des facteurs génétiques et physiologiques avec essentiellement les antécédents familiaux et l'âge maternel élevé, certaines origines ethniques, en particulier d'origine afro-antillaise. Une deuxième catégorie de facteurs de risque sont les facteurs qui sont liés à l'existence d'une pathologie maternelle associée, donc en particulier l'hypertension artérielle chronique, les maladies rénales, le lupus et le syndrome des antiphospholipides, et également les patientes qui présentent une obésité sévère, en particulier celles avec un BMI supérieur à 35. Les facteurs immunologiques sont bien évidemment impliqués dans cette pathologie. Il a été décrit de longue date un surcroît de risque de prééclampsie chez les femmes nullipares. On y associe la primipaternité comme un équivalent de nulliparité dans la mesure où il s'agit de la première présentation des antigènes paternels à l'organisme maternel et une période d'exposition courte également au sperme du conjoint. C'est ce qui explique également que certaines grossesses obtenues après procréation médicalement assistée soient à risque accru de prééclampsie. Et puis finalement, on retrouve un certain nombre de facteurs qui sont associés à la grossesse en cours elle-même, en particulier le caractère multiple de la grossesse, de façon un peu plus anecdotique, certaines anomalies fœtales, les anomalies chromosomiques, puisque l'anomalie chromosomique portée par le fœtus est également portée par le placenta, et puis des conséquences placentaires, des anasarques, des molles idatiformes, et peut-être également à un moindre degré, bien que la physiopathologie ne soit pas très élucidée, des infections urinaires à répétition. La liste des facteurs de risque étant importante, ces facteurs étant particulièrement nombreux, il est important de pouvoir définir des facteurs principaux de risque, puisque certains ne sont que purement anecdotiques. C'est ce qui a été fait dans un papier publié en 2016 récemment, où différents facteurs ont été analysés à partir d'une cohorte rétrospective de patientes. Le facteur le plus élevé en termes de risque relatif est l'existence d'un syndrome des antiphospholipides, suivi par un antécédent de prééclampsie à la précédente grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une patiente qui a présenté une prééclampsie à sa précédente grossesse a environ un risque de 15% de développer une nouvelle prééclampsie lors d'une nouvelle grossesse. Le diabète insulinodépendant est également un facteur fort avec un risque relatif à peu près 3,5. Et puis d'autres facteurs tels que la grossesse multiple, un antécédent familial de prééclampsie, une obésité, une nulliparité ont des risques relatifs qui sont situés aux alentours de 2,5 à peu près. Plus anecdotique, on retrouve certains facteurs comme l'âge supérieur à 40 ans et une hypertension préexistante qui pourtant était considérée comme un facteur de risque classique de prééclampsie, s'avère avoir un risque relatif beaucoup plus faible et inférieur à 2. Il est classique d'assimiler prééclampsie et hypertension artérielle gestationnelle, bien que ces deux pathologies ne soient pas tout à fait identiques, l'hypertension gestationnelle ne comportant pas de protéinurie. Néanmoins, le dépistage des facteurs de risque est souvent associé pour ces deux pathologies. Dans un papier récent publié en 2016 et obtenu à partir d'une cohorte chinoise de plus de 6000 patientes, des auteurs se sont intéressés aux facteurs qui pourraient différencier la prééclampsie de l'hypertension artérielle gestationnelle. Sur cette première partie du tableau, sur laquelle figurent les 5 premiers facteurs de risque analysés, on constate que
l'âge maternel, le BMI maternel, ainsi également que la parité et le sevrage tabagique ne sont pas des facteurs qui différencient prééclampsie et hypertension gestationnelle. Par contre, il existe une distribution significativement différente pour les antécédents de fausses couches à répétition, qui sont un facteur de risque de prééclampsie, mais n'en sont pas un pour l'hypertension artérielle gestationnelle. Sur cette seconde diapositive figurent les autres facteurs analysés par l'étude. On constate que les antécédents familiaux d'hypertension artérielle et le diabète gestationnel ainsi que le diabète sucré sont retrouvés l'un et l'autre comme facteurs de risque de prééclampsie et d'hypertension artérielle gestationnelle. Par contre, l'existence d'une pathologie maternelle cardiaque, rénale ou d'un diabète préexistant sont clairement un facteur de risque de prééclampsie et n'en sont pas un pour l'hypertension artérielle gestationnelle. Et également, de façon anecdotique, le sexe fœtal, en particulier donc s'il s'agit d'un fœtus de sexe masculin, pourrait être un facteur de risque de prééclampsie alors qu'il n'est pas un facteur de risque d'hypertension artérielle gestationnelle. Alors différencier les facteurs de risque d'hypertension artérielle gestationnelle et de prééclampsie a-t-il un véritable intérêt ? En pratique, aujourd'hui, souvent, le dépistage est fait de façon associée pour ces deux pathologies, mais cette étude nous permet peut-être une meilleure compréhension physiopathologique qui permet de différencier ces deux pathologies qui se traduisent bien évidemment toutes les deux par une hypertension artérielle, mais ont une physiopathologie vraisemblablement différente. Le dépistage de la prééclampsie, en se basant sur les facteurs de risque maternels, fait l'objet de nombreuses recommandations dans les sociétés savantes, en particulier du NICE, du CNGOF. Néanmoins, ce dépistage, même s'il est largement utilisé dans les pratiques obstétricales, fait l'objet d'une performance qui est tout à fait discutable. Presque 50% des patientes vont s'avérer avoir au moins un des facteurs de risque. Et il a été évalué que la pertinence en termes de sensibilité n'était que de 30%, ce qui est tout à fait insuffisant pour permettre un dépistage basé sur ces seuls facteurs de risque. Ce manque de sensibilité dans le dépistage basé sur les simples facteurs de risque et sur une approche binaire des facteurs de risque, selon que le facteur est présent ou absent, a fait proposer une approche statistique un peu différente, qui est l'approche bayésienne, dans laquelle chaque facteur est analysé pour son propre compte, grâce à son odds ratio, et un calcul global du risque est effectué en prenant en compte la présence ou non de chacun des facteurs qui est analysé. C'est ce qui a été publié par l'équipe du King's College en 2011, avec une approche sur les facteurs de risque maternel, utilisant l'odds ratio pour un certain nombre de facteurs, comme le poids et la taille, qui permettent de définir le BMI. Et l'on voit dans le tableau de la partie droite de la diapositive que pour chaque kilo de poids supplémentaire, il faut multiplier le risque de prééclampsie par 1,021. Ce qui, au final, quand il existe une obésité maternelle, fait augmenter le facteur d'un odds ratio qui peut être aux alentours de 2 à 3, comme cela a été publié dans la littérature. De même pour l'origine ethnique, avec l'origine caucasienne étant prise pour valeur de référence, le fait d'être originaire d'Asie du Sud, par exemple, augmente le risque de prééclampsie d'un odds ratio de 2,5 jusqu'à 3,6 pour une origine africaine. La procréation médicalement assistée, un antécédent familial de prééclampsie ou un antécédent d'hypertension artérielle chronique augmente également le risque. Et puis la parité de la patiente, avec comme valeur de référence la nulliparité, permet également de faire varier ce risque global de prééclampsie. Il ressort de tous ces facteurs de risque un risque globalisé en prenant en compte l'ensemble de ces facteurs, qui permet ensuite d'adapter une politique de soins particulière en fonction du niveau de risque de la patiente. Que cherche-t-on à prédire quand on fait du dépistage de la prééclampsie, outre le fait de savoir si la patiente va ou non faire la pathologie? C'est essentiellement de savoir si elle va faire une forme grave et potentiellement développer des complications de sa pathologie. Alors, classiquement, ce que l'on cherche à éviter, ce sont les complications lourdes habituellement décrites. Bien sûr, un décès maternel, même si la survenue d'un décès maternel est relativement rare, la prééclampsie reste tout de même la 4e cause de mortalité maternelle. Parmi les facteurs de morbidité maternelle décrits, on retrouve des complications habituelles que sont l'éclampsie, l'hématome rétroplacentaire, le HELP syndrome, l'hématome sous-capsulaire du foie, l'insuffisance rénale, l'œdème aigu du poumon.
Ce sont également les complications fœtales que l'on cherchera à éviter, en particulier la mortalité périnatale. On estime que la prééclampsie est responsable d'à peu près 500 000 décès de nouveau-nés dans le monde. Il s'agit donc d'une pathologie extrêmement pourvoyeuse également de complications néonatales. Et parmi les complications néonatales, évidemment, le retard de croissance intra-utérin qui est associé dans 30% des cas à la prééclampsie et la prématurité qui est assez souvent une prématurité induite par la nécessité d'interrompre la grossesse. Donc ces facteurs de morbidité sont des facteurs classiquement publiés, mais il existe également d'autres facteurs actuellement pris en compte dans une approche globale de la morbidité de la prééclampsie, que sont en particulier des complications plus rares comme les complications visuelles, rétiniennes, également les séjours prolongés maternels en réanimation néonatale, l'insuffisance rénale chronique et également les hémorragies du postpartum qui se sont avérées être beaucoup plus fréquentes chez les patientes ayant présenté une prééclampsie sévère. La définition des critères de sévérité prénataux n'est pas unanime. La conférence d'experts de la SFAR en 2009 avait défini comme critère de sévérité au moins un des critères parmi une liste comprenant une pression artérielle élevée avec une tension systolique supérieure à 160 mm de mercure et une tension diastolique supérieure à 110 mm de mercure, l'existence d'une oligurie maternelle sévère de moins de 500 ml par 24 heures, ou une créatininémie supérieure à 135 micromoles par litre, ou une protéinurie supérieure à 5 grammes par 24 heures. Doivent être considérées également comme prééclampsie sévère les patientes qui présentent des symptômes d'œdème aigu du poumon, une barre épigastrique persistante ou un HELP syndrome. Également les patientes qui présentent des complications neurologiques, éventuellement précédées de symptômes visuels, d'une hyperréflexivité ostéotendineuse, de céphalée persistante. Des modifications biologiques comme une thrombopénie, avec une limite à 100 giga par litre, un hématome rétroplacentaire ou évidemment un retentissement fœtal, le retard de croissance intra-utérin étant présent dans au moins 30% des cas de prééclampsie sévère. Alors cette définition retenue par la SFAR a aujourd'hui évolué, en particulier la Société de gynécologie obstétrique canadienne a inclus un début précoce de la prééclampsie avant 34 semaines comme étant également un critère de sévérité. Donc on le voit bien, ces critères de sévérité ne sont pas encore complètement unanimes dans la littérature et dans les différentes sociétés savantes, ce qui amène forcément à envisager d'autres moyens de détecter les formes sévères ou les formes qui vont se compliquer de prééclampsie.